Je passe la parole à Paul Véron et Sonia Desmoulins qui nous viennent du laboratoire droit et changement social à l'Université de Nantes. Je vous laisse commencer, Paul. Merci Baptiste, merci aux organisateurs de ce beau colloque. Alors Sonia et moi, on est tous les deux juristes et l'idée dans notre propos, c'est de montrer comment certaines analyses juridiques, certaines analyses du droit positif peuvent s'appuyer sur les travaux d'Alain Ehrenberg et trouver un écho, faire écho à certaines analyses d'Alain Ehrenberg. Alors Sonia s'est plutôt intéressée effectivement aux travaux d'Alain Ehrenberg à l'occasion de réflexion sur certains objets techniques comme l'imagerie cérébrale, la stimulation cérébrale profonde. Et pour ma part, je me suis plutôt intéressé aux travaux d'Alain Ehrenberg à l'occasion de travaux sur droit et autisme, sur les rapports entre autisme et droit, et notamment dans le cadre d'un projet l'autisme. Ouais. Alors, nous ne proposerons pas aujourd'hui une présentation des différentes figures juridiques de l'individu et de leur transformation, ou une théorie des rapports entre le droit et les philosophies individualistes, des thèmes qui font l'objet d'une littérature abondante. Nous proposerons dans le temps imparti ce matin d'interroger la place des neurosciences dans la construction de certaines solutions juridiques des 20 dernières années et le potentiel de celles-ci à modifier ou à l'inverse à renforcer une certaine représentation de l'individu. Cette étude sera menée à partir de 3 champs d'investigation. Je m'intéresserai au contentieux de la prise en charge des enfants autistes et Sonia, à la fois au contentieux relatif à l'existence d'un préjudice psychique ou à l'imputabilité d'un préjudice psychique et à celui relatif aux troubles comportementaux provoqués par un médicament neurologique. Ces champs nous sont suggérés par les travaux d'Alain Ehrenberg et c'est à l'aune de certaines de ses thèses, notamment formulées dans son ouvrage La mécanique des passions et dans plusieurs articles écrits ces 10 dernières années, que nous étudierons cette possible autorité des neurosciences et des représentations qu'elle véhicule. Les thématiques et problématiques abordées par Alain Ehrenberg dans ses travaux trouvent de nombreux échos en droit. Certaines études juridiques mobilisent les analyses de l'auteur pour s'intéresser par exemple aux transformations de l'appréhension juridique de la santé mentale dans ses différentes dimensions. En particulier, le passage d'une approche médicale, centrée sur les maladies mentales, à une approche plus transversale et englobante, ouverte sur le social. Sur ce point, on se référera par exemple, je pense à une thèse soutenue il y a quelques années par Marie Baudel sur la santé mentale en droit international, qui mobilise ces travaux. D'autres travaux font le constat d'une reconnaissance toujours plus importante de la souffrance psychique en droit, notamment comme source de droits subjectifs, droit à l'intégrité psychique, droit à la vie privée, de dispositifs protecteurs, lutte contre le harcèlement moral, et comme chef de préjudice indemnisable, préjudice psychique. On se reportera par exemple aux travaux de Loïc Lerouge sur la santé mentale au travail, ou à ceux de Géraldine Naïdan sur la vie psychique comme objet de droit. Cette présentation abondera également en ce sens, mais en interrogeant cette fois la place du naturalisme de la biologie et de la régularité dans la preuve de l'imputabilité des préjudices psychiques. Sonia en parlera. Nous souhaitons aujourd'hui développer plus spécifiquement la question de l'autorité acquise ou potentielle des neurosciences à partir de 2 idées fortes présentes dans la mécanique des passions et certains articles récents d'Alain Ehrenberg. Premièrement, l'idée que les neurosciences promouvraient l'idéal du potentiel caché, entendu comme capacité du sujet pratique à surmonter toutes sortes de problèmes en surmontant les contraintes, y compris pour les personnes souffrant de handicap ou de maladies. Deuxièmement, l'idée que l'autorité actuelle ou potentielle des neurosciences ne s'exprimerait pas nécessairement par le passage d'une vision dualiste distinguant esprit et corps à une vision moniste, organicisant la pensée et la volonté, mais s'expliquerait par leur correspondance avec des attentes ou des représentations collectives, notamment l'idéal d'un individu capable, responsable et prévisible. Ces 2 propositions seront mises à l'épreuve en étudiant à la fois le cadre juridique de l'autisme, ou certains éléments du cadre juridique de l'autisme, et le contentieux de l'imputabilité des troubles psychiques à une cause accidentelle ou à un médicament neurologique. Alors, s'agissant de l'appréhension juridique des troubles autistiques et de leur prise en charge, je souhaiterais ici montrer comment certains éléments d'évolution du droit en matière d'autisme manifestent, sinon une forme d'emprise, c'est peut-être excessif, mais au moins une faveur pour les approches neuroscientifiques de l'autisme et corrélativement une certaine prise de distance, voire parfois une franche défiance envers la psychanalyse. Cet intérêt croissant pour les neurosciences, cette croyance dans leur vertu et leur capacité à résoudre un ensemble de problèmes pratiques, on peut en trouver des manifestations dans le droit positif et dans le droit de l'autisme plus particulièrement. Quand je parle de droit de l'autisme ici, je me réfère à un ensemble de normes juridiques, les règles de droit, les lois et les règlements,
mais aussi la jurisprudence, les décisions de justice. On peut également y inclure d'autres types de normes, comme les recommandations ou avis de certaines autorités publiques, qui n'ont pas de portée obligatoire, mais qui ont une autorité ou une influence qui conduit les juristes parfois à les qualifier de normes de droit souple. Ce cadre normatif dont nous parlons concerne essentiellement la prise en charge médico-éducative des personnes autistes, et en particulier de l'autisme infantile. L'autisme adulte est beaucoup moins présent en droit. Les controverses se cristallisent autour de deux aspects. Premièrement, la question de l'accès aux établissements spécialisés pour les enfants autistes, notamment IME, et l'insuffisante effectivité de l'accueil, c'est un problème d'accès au droit. Et deuxièmement, un contentieux peut-être moins volumineux mais significatif, et c'est celui qui va nous intéresser ici, celui qui concerne les méthodes de prise en charge thérapeutique ou éducative des sujets autistes, enfants ou adolescents. C'est ce contentieux qu'on va étudier ensemble. Alors une précision, c'est que la figure de l'autiste Asperger, me semble-t-il, est moins visible en droit dans le contentieux que celle de l'autiste avec déficience cognitive, ce qui n'enlève rien à sa valeur de figure d'identification s'agissant du potentiel caché dont vous parlez. Habituellement, le droit conserve une posture prudente ou de retrait s'agissant des méthodes de prise en charge adaptées à tel ou tel trouble ou pathologie. Les lois ou les règlements ne prennent pas directement parti ou se réfèrent rarement à des techniques précises pour les imposer ou les interdire. Bon. Les textes les plus généraux relatifs à l'autisme, notamment adoptés au milieu des années 90, ne vont pas dans le sens d'un parti pris. Au contraire, ils montrent une certaine prudence ou ouverture. On peut citer un article du Code de l'action sociale et des familles, l'article 246-1, qui nous dit « Toute personne atteinte d'un handicap résultant d'un syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses difficultés spécifiques, prise en charge qui peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. » Donc ce texte est issu de la loi Chaussy et les auteurs de la loi ont souligné le souhait d'intégrer la variété des approches de prise en charge de l'autisme. Bon. Ce qu'on retrouve dans le rapport Chaussy notamment. Alors, en dépit de cette intention affichée, l'évolution du discours du droit sur les 20 dernières années manifeste à certains égards une montée en puissance de l'influence des neurosciences. Le succès des neurosciences s'illustre notamment dans la promotion de certaines méthodes de prise en charge que sont les thérapies cognitivo-comportementales, qui se déclinent elles-mêmes en plusieurs approches ou plusieurs variantes. Ce succès s'explique sans doute par le fait que le discours qui accompagne les TCC répond à un certain nombre d'attentes des personnes autistes et de leurs familles. Ces attentes sont très concrètes. Elles peuvent être d'ordre pratique, réduire les troubles de l'enfant, lui permettre de développer ses capacités intellectuelles et relationnelles, favoriser son adaptation scolaire, si possible en milieu ordinaire. C'est l'impératif ou l'objectif d'inclusion. Mais ces attentes peuvent également être d'ordre psychologique, par exemple ne pas se sentir trop coupable pour les familles, trop coupables de l'existence des troubles de leur enfant. Or, de ce point de vue, ces approches d'inspiration neuroscientifique, le discours qu'elles tiennent, ont sans doute un atout de séduction pour ces familles sur plusieurs registres. Premièrement, elles convergent avec une aspiration, soit du sujet lui-même, soit de son entourage, à la déculpabilisation, en ce qu'elles permettent d'offrir une explication objective sur l'origine des troubles autistiques. Ces troubles ont leur origine dans un développement différent du cerveau, une mécanique spécifique, le fameux neuroatypisme, et ne sont pas liés à un problème éducatif ou un lien parental dysfonctionnel, voire toxique. Or, on sait que dans l'histoire de l'autisme, la question de la culpabilisation, et des mères en particulier, et l'enjeu de déculpabilisation sont importants et nourrissent encore un imaginaire puissant. Le diagnostic a donc une fonction, ou au moins un effet, sinon une fonction de déculpabilisation. Notamment, je renvoie aux travaux de la sociologue Céline Borel, qui, dans sa thèse, diagnostiqué l'autisme. Deuxièmement, le discours de ces approches est plutôt optimiste et positif. Il renvoie à un optimisme de l'action, pour reprendre votre expression, Alain Ehrenberg, selon lequel il est possible d'agir et de réduire les troubles de l'enfant, renforcer ses capacités et ses aptitudes sociales, ce qui est sans doute vrai dans beaucoup de cas, il ne s'agit pas de dire que c'est une pure mythologie. Le cerveau est plastique et peut toujours être rééduqué par certaines méthodes d'action médico-éducative spécifiques et efficaces, les méthodes structurées type ABA. Alors une précision à ce stade sur cette idée d'individu capable. La promotion de l'autonomie personnelle et individuelle apparaît très présente dans le champ du droit.
y compris s'agissant des personnes vulnérables. Précisément, celles qui, par l'application de certains mécanismes juridiques, les mesures de protection juridique par exemple, ou dans les faits, dans la vie sociale et relationnelle, peuvent être sujettes à des formes d'incapacitation. Ce qu'un auteur sociologue, Benoît Hérault, a appelé le renversement de la présomption de capacité. Un exemple topique est la consécration par la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées d'un droit à la capacité. Affirmé comme droit universel et à la promotion de l'accompagnement à la décision plutôt que les mécanismes de protection qui passent par un pouvoir de décision substitué, comme le mécanisme juridique de la représentation. Dans le droit des majeurs protégés, par exemple, on observe une évolution très nette vers une plus grande autonomie et une promotion de l'autonomie du sujet de droit vulnérable. L'horizon du droit des personnes vulnérables aujourd'hui, c'est le modèle capacitaire, celui de l'individu capable et présumé capable qu'il faut aider à développer ses capacités. Cette perspective du développement des capacités individuelles va de pair avec la promotion du diagnostic précoce et l'idée que plus la prise en charge intervient tôt, plus il est facile d'agir et corriger la trajectoire cérébrale de l'enfant. Or, cette promotion du diagnostic précoce revient de manière récurrente dans les différents plans autisme. Elle a motivé la création notamment des centres ressources autisme, la création d'unités spécialisées dans le diagnostic de l'autisme, composées de praticiens formés aux neurosciences le plus souvent, neuropsychologues, neuropsychiatres. Un exemple plus récent en droit, donc, c'est la création d'un dispositif parcours de bilan et intervention précoce par une loi du 22 décembre 2018 qui permet aux parents d'enfants présentant des troubles de bénéficier d'interventions libérales en psychomotricité, en ergothérapie, d'un suivi psychologique, financé par l'assurance maladie. Typiquement, c'est un exemple de volontarisme législatif pour favoriser une prise en charge au plus tôt de l'enfant. La recommandation de l'HAS de février 2018 sur le dépistage et le diagnostic des TSA insiste également sur la précocité du diagnostic, d'où l'enjeu de formation des professionnels de l'enfance aux signes précoces. Au-delà du diagnostic, la faveur du droit pour les approches neuroscientifiques de l'autisme s'exprime encore plus nettement à propos des méthodes de traitement, de prise en charge, de traitement et d'intervention auprès des personnes autistes. Un exemple assez manifeste, c'est celui du dispositif parcours de bilan et intervention précoce précité, puisqu'un arrêté d'application de ce texte relatif à l'expertise des psychologues prévoit explicitement que seuls peuvent être conventionnés et donc financés par l'assurance maladie les psychologues utilisant certaines méthodes inspirées donc des neurosciences. Voilà ce que dit l'arrêté. Les interventions et programmes des psychologues respectent les recommandations de bonne pratique établies par l'HAS, propres à chaque trouble du neurodéveloppement, s'appuient sur des programmes conformes à l'état actualisé des connaissances. Ces interventions structurées s'appuient sur des thérapies cognitivo-comportementales, de la remédiation neuropsychologique cognitive et de la psychoéducation. Le conventionnement est donc subordonné à la maîtrise ou au recours de certaines pratiques de soins. On ne finance que les méthodes dont l'efficacité est considérée comme éprouvée. Le fait que des méthodes thérapeutiques de prise en charge soit précisé dans un texte de valeur réglementaire et donc de portée obligatoire, c'est pas anodin, et pas seulement recommandé, pas seulement dans des recommandations, et nous semble-t-il un marqueur intéressant du succès des neurosciences. C'est assez inhabituel que ce soit un texte de valeur réglementaire qui fixe directement des techniques attendues. La légalité de cet arrêté a été contestée devant le juge administratif par plusieurs associations, de psychologues et de psychiatres qui ont allégué une atteinte à leur liberté thérapeutique, mais aussi au libre choix par les familles du mode de suivi thérapeutique de leur enfant. Le Conseil d'État a rejeté ce recours dans une décision du 13 juin 2022. La recommandation de l'HAS sur le traitement de l'autisme, publiée en mars 2012, a elle-même fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État par une association de psychiatres et psychanalystes, l'association lacanienne internationale. En l'espèce, il était reproché au collège d'experts ayant élaboré la recommandation d'être composé de manière déséquilibrée, ne prenant pas en compte la diversité des approches de l'autisme, notamment en négligeant les savoirs psychanalytiques, avec pour conséquence un tropisme en faveur des approches comportementales. De fait, seules ces approches sont recommandées par le texte. La psychanalyse, certaines méthodes développementales également, sont quant à elles qualifiées de non consensuelles, voire de non recommandées. Le Conseil d'État, là encore, a rejeté la requête en annulation contre la recommandation, mais il est vrai que le Conseil d'État, généralement, reste assez en retrait lorsqu'il s'agit de contrôler le bien fondé des recommandations de bonne pratique à caractère scientifique. Bon, il fait ce qu'on appelle un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation.
On l'aura compris, cette faveur pour une lecture neuroscientifique de l'autisme, qui transparaît de certaines normes ou phénomènes juridiques, s'accompagne corrélativement d'une prise de distance avec la psychanalyse, voire dans certains cas d'une contestation plus radicale de celle-ci. Là encore, quelques illustrations permettent de s'en convaincre. Assez symptomatique, la proposition de loi d'un député déposée devant l'Assemblée nationale en janvier 2012, visant l'arrêt des pratiques psychanalytiques dans l'accompagnement des personnes autistes, la généralisation des méthodes éducatives et comportementales et la réaffectation de tous les financements existants à cette méthode. Cette proposition de loi a certes été rejetée, ce n'est donc pas du droit positif. Malgré tout, elle constitue une manifestation caricaturale, on peut le dire, de nature politico-juridique, de la manière dont sont en partie artificiellement opposées neurosciences et psychanalyse, et de la défiance qui peut s'exprimer à l'égard de cette dernière. Les travaux de Brigitte Chabac ont été cités tout à l'heure, j'y renvoie également sur cette opposition en partie construite. Une pratique d'inspiration psychanalytique fait aujourd'hui l'objet de critiques plus radicales. C'est celle du packing ou enveloppement. Cette technique consiste à envelopper le patient de linge froid et humide afin de calmer son agitation. Elle est utilisée par certains psychiatres, un des plus célèbres est Pierre de Lyon, que vous connaissez sans doute, dans le traitement des troubles du comportement, notamment dans les formes sévères d'autisme avec automutilation. Or, cette pratique est doublement critiquée aujourd'hui. D'une part, parce qu'elle est assimilée à une forme de contention ou d'immobilisation, et qu'elle est dénoncée comme maltraitante, d'autre part parce qu'elle reposerait sur des justifications fragiles et que son efficacité ne serait pas prouvée, en décalage avec le modèle contemporain de la médecine des preuves, l'evidence-based medicine, qui prévaut aujourd'hui. En droit international, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a, en janvier 2016, invité la France à interdire l'usage du packing sur les enfants autistes. En droit interne, une proposition de loi du 10 mai 2016 a suggéré d'ajouter dans le Code de l'action sociale et des familles, le texte relatif à l'autisme, un alinéa selon lequel la pratique du packing ou enveloppement corporel humide est interdite sur toute personne atteinte de troubles du spectre autistique. De manière plus discrète, une circulaire budgétaire du 22 avril 2016 a conditionné la conclusion de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, les CEPOM, avec les établissements médico-sociaux prenant en charge les personnes handicapées, au non-recours à cette méthode, un non-recours au packing, non-usage du packing. Quant à la HAS, elle s'est déclarée formellement opposée à cette pratique, en dehors des protocoles de recherche strictement autorisés. En cas d'automutilation, elle préconise plutôt le port de protections spécifiques pour le patient comme alternative à la contention. L'analyse du cadre normatif de l'autisme permettrait ainsi de déceler, dans le champ du droit, la présence de certains marqueurs du changement d'humeur dont parle Alain Ehrenberg, de ce déplacement d'intérêt de la psychanalyse vers les neurosciences. Les neurosciences offrent un récit satisfaisant à la fois sur les causes de l'autisme, cette cause est matérielle et visible, à rechercher dans le cerveau, et sur l'individu autiste lui-même qui possède les ressources pour développer ses capacités, pour peu qu'on use, en l'aidant, de méthodes appropriées. L'approche juridique de l'autisme comme handicap neurologique se retrouve également dans le contentieux de l'indemnisation des victimes de troubles autistiques, comme l'illustre le cas de la dépakine. La dépakine, vous le savez, est un médicament antiépileptique qui entraîne de graves complications sur les fœtus, sur les enfants de patientes traitées durant leur grossesse. Bon. À la suite de ce scandale de grande ampleur, un dispositif d'indemnisation des victimes de troubles autistiques, enfin plus exactement un dispositif d'indemnisation public, voilà, pour les enfants victimes de troubles du neurodéveloppement, c'est l'expression qui est employée, ça ne vise pas directement l'autisme, mais ça en fait partie, a ainsi été introduit dans le Code de la santé publique en 2018, et les tribunaux ont eu l'occasion de reconnaître les TSA, les troubles du spectre autistique, comme préjudice neurodéveloppemental à cette occasion, avec cette fois une cause toxicologique. Bon. On retrouve la question de la composante organique du trouble psychique dans le contentieux de l'indemnisation des conséquences des accidents de la circulation ou du travail. C'est plus généralement la question de la preuve de l'origine et de l'imputabilité des troubles psychiques ou comportementaux qui mérite ici d'être posée. Et je vais laisser Sonia vous en parler. Donc effectivement, je vous propose d'aborder maintenant un autre terrain d'étude qui est celui de l'imputabilité de certains troubles comportementaux ou psychiques à une origine organique en lien avec un accident de la circulation, du travail ou en lien avec une prise de neuromédicaments.
Pour cela, je vous propose d'entrer par la porte d'abord de l'imagerie cérébrale, sur laquelle je pense que je n'ai pas besoin de revenir sur le fait qu'elle sert clairement d'appui pour ce développement des neurosciences qui cherchent à éclairer les fondements biologiques des fonctions cognitives, des émotions et des comportements. Dans la mesure où Steve Damasio a déjà... Damasio, pardon, lapsus révélateur peut-être, a déjà évoqué le rôle de ces images cérébrales, et notamment ce cas emblématique de Phineas Gage. Ce premier cas a condensé la connexion cerveau-comportement des neurosciences, ou ce cas paradigmatique. D'où l'idée, finalement, de poser la question du rôle joué par ces images cérébrales, au-delà de leur mobilisation en recherche, et donc ici en droit. Est-ce que les images cérébrales jouent un rôle particulier pour établir l'origine des troubles psychiques ? Est-ce qu'on trouve dans ce contentieux la trace de l'argument lumineux de simplicité, pour reprendre l'expression d'Alain Ehrenberg quand il essaye de synthétiser la thèse d'Alain Damasio, lumineux de simplicité selon lequel si le symptôme a une origine psychologique, il apparaît insaisissable et sa dimension pathologique douteuse, alors qu'en revanche, si le désordre est cérébral, il possède un véritable fondement pathologique. Donc trouve-t-on effectivement la trace de cet argument en droit ? Alors, avant de chercher à attraper ce contentieux avec certaines illustrations que je vais vous montrer, et donc avant de vous permettre de bénéficier de ce magnifique diaporama, un mot pour dire tout de même que cette question prend place dans un monde juridique marqué récemment par un certain nombre d'interrogations sur une possible montée de ce qu'on a qualifié parfois de neurodroit, qui correspond en fait à une préoccupation pour une autorité récente, ou en tout cas récemment plus marquée, des théories et des outils neuroscientifiques en droit. Donc déployés depuis les États-Unis essentiellement, et depuis une trentaine d'années aux États-Unis, cette préoccupation prend place désormais en France, beaucoup plus récemment, puisqu'on la voit émerger juste avant les années 2010, et en réalité à l'occasion d'une discussion particulière, d'un débat particulier qui est celui de la préparation de la loi de bioéthique, qui est révisée, puisque c'est un dispositif particulier en France de révision de la loi de bioéthique périodiquement. Et en 2011, cette loi de bioéthique est remise sur le métier et occasionne un certain nombre de travaux préparatoires qui vont justement mettre en lumière ces débats autour des neurosciences, de leur place, de leur autorité en droit, et qui vont faire émerger la question des images cérébrales et de leur usage en justice, ce qui a abouti à l'intégration d'un article 16-14 du Code civil dans le Code civil, qui limite l'usage de l'imagerie cérébrale aux soins, à la recherche et à l'expertise judiciaire. Avant que le législateur modifie de nouveau cet article pour interdire le recours aux techniques d'imagerie fonctionnelle en contexte d'expertise judiciaire. Donc, on voit qu'il y a là un marqueur fort de l'intérêt pour les neurosciences, à la fois du côté de ce qu'on appelle la doctrine juridique, donc la littérature des commentateurs de décisions, de textes de loi et de réflexion sur ce qu'ils signifient, et du côté du législateur. Mais cet élément, en l'occurrence cet article 16-14 du Code civil, il n'est pas évident pour moi à interpréter, parce qu'on peut s'interroger sur le fait que c'est un signe de montée en puissance de la thèse moniste déterministe de l'individu, mais on peut aussi se demander s'il ne s'agit pas au contraire du signe que le droit, c'est-à-dire ici la loi et les juristes, campent sur une vision dualiste de la relation corps-esprit, accrochée en quelque sorte à une vision de la personne, sujet de droit, désincarnée et finalement toute volonté. Et c'est d'autant plus difficile d'interpréter cette innovation légale qu'on peut s'interroger sur le fait que le droit contemporain distingue si nettement l'esprit du corps, et sur cette question d'un basculement historique, j'y reviendrai.
Et pour finir, l'interprétation est d'autant plus compliquée que cet article 16-14, bien qu'il existe donc depuis 2011, n'a jamais, à ma connaissance, servi à motiver un arrêt. D'où l'idée, finalement, de faire un pas de côté et de s'intéresser à d'autres éléments du droit qui, eux, font référence à la question du lien entre des troubles psychiques et comportementaux et une possible assise organique, qui sont les contentieux de l'indemnisation des préjudices psychiques induits par un accident, une agression, et puis je viendrai un peu plus tard à la question des troubles comportementaux liés à la prise d'un neuromédicament et plus spécifiquement un agoniste dopaminergique. Alors voyons d'abord les éclairages apportés par l'étude du contentieux de la réparation d'un préjudice psychique, c'est-à-dire d'une souffrance psychique en lien causal avec une origine imputable à un responsable. J'insiste sur le fait qu'ici, on est dans un contexte particulier. Comment les juges se positionnent-ils par rapport à l'idée qu'une perturbation psychique pourrait être plus aisément ou non admise si elle découle d'un désordre cérébral dont la trace organique ou fonctionnelle serait repérable. Alors, si on s'intéresse à la place des images cérébrales dans la motivation des décisions, on s'aperçoit par un travail sur les 20 dernières années qu'en fait, cette place des images cérébrales est encore très limitée. Elle apparaît finalement assez peu, elle apparaît surtout par le biais des expertises médicales qui sont reprises, exposées dans les décisions pour asseoir la motivation. Néanmoins, elle est de plus en plus présente, avec cette difficulté de savoir si elle est de plus en plus présente parce que les techniques d'imagerie cérébrale et surtout les dispositifs, les outils permettant de réaliser ces scanners, ces imageries médicales par magnétisme, enfin ces IRM, sont de plus en plus présents dans les hôpitaux, ce qui fait qu'effectivement, on y recourt de plus en plus et du coup, ces images sont disponibles et on les réutilise. Ou est-ce que cette présence plus marquée des images cérébrales est bien le signe qu'en réalité, on se tourne plus en plus vers une preuve organique, la recherche d'une preuve organique, d'un signal organique du trouble psychique? Eh bien, c'est assez difficile de le savoir. Néanmoins, on trouve effectivement des motivations et un certain nombre de décisions qui semblent indiquer que la preuve serait plus aisément considérée comme apportée, donc la preuve serait plus facile à apporter de ce lien de causalité lorsqu'il y a bien une analyse organique au soutien de la plainte psychique. Alors, un exemple parmi d'autres qui vous montre, on est en 2008, que donc on est avant la loi de 2011, qu'on est bien par contre après les années 90 qui ont été présentées comme un tournant de ce point de vue-là, et où on a clairement une motivation qui affirme que la victime présente un important syndrome frontal post-contusion très franc et sévère, coupant le patient d'une vie de relation normale, et que le lien de cause à effet est évident devant l'imagerie IRM qui met bien en évidence les dommages post-traumatiques dans le secteur frontal, la correspondance avec la clinique pouvant être établie pour une très grande part. Donc, on trouve des expressions comme celle-ci qui, effectivement, laissent entendre que, pour reprendre l'expression qui a été utilisée tout à l'heure, eh bien, le trouble psychique semble moins insaisissable et plus facilement admis, et surtout plus facilement admis dans son lien de causalité avec l'accident, lorsque on peut mobiliser de l'image. Toutefois, le contentieux dans sa masse traduit surtout, à mon sens, la complexité du positionnement judiciaire à l'interface des considérations médicales, sociales et de la spécificité de ce contentieux très factuel et visant une approche très individualisée de la situation. Il me semble que deux constats principaux, en réalité, se dégagent surtout de ce contentieux. Premièrement, une plus grande complexité de l'expertise. On trouve souvent un empilement d'expertise avec un expert judiciaire qui va faire appel à des sapiteurs, c'est-à-dire des experts complémentaires, ce qui fait qu'on va se retrouver avec une pluralité de disciplines, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, neuropsychologie.
Cette complexité d'expertise signalant, à mon sens, une difficulté probatoire et le besoin finalement d'un étayement supplémentaire face à la demande d'indemnisation pour des troubles psychiques censés être consécutifs à l'accident. Deuxième élément qui me semble se dégager de ce contentieux, un rapport du juge qui n'est pas véritablement déférent vis-à-vis des images cérébrales, mais qui est plutôt instrumental. On peut même se demander s'il n'est pas parfois un peu opportuniste vis-à-vis de ces éléments de preuve que finalement il va chercher à agencer dans un complexe probatoire au service finalement de ce qui lui paraît être le plus convaincant. Alors pour illustrer cette difficulté à saisir la part de l'argument, la part d'autorité de l'argument neuroscientifique et de l'image cérébrale dans les décisions de justice et cette façon dont le juge finalement replace les images dans un faisceau d'éléments, je vous propose trois solutions qui justement permettent de comprendre que finalement l'interprétation est compliquée. Alors, tout d'abord, un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 mai 2011 à propos d'un piéton qui a été renversé par un cyclomoteur et qui demande l'indemnisation pour une névrose liée à un stress post-traumatique, mais aussi pour une dépression considérée comme une aggravation de ce stress traumatique initial et qui s'appuie sur plusieurs expertises, incluant notamment expertise psychiatrique et neuropsychologique. Or, dans cette affaire, les juges retiennent effectivement l'indemnisation en s'appuyant sur les conclusions expertales. Mais que font-ils? Ils déduisent de l'absence de signes objectivables l'imputabilité du trauma psychique, à la fois du trauma psychique initial, mais aussi de l'aggravation que constitue la dépression. Ils soulignent en effet que les scanners pratiqués n'ont pas permis de trouver des signes objectifs. C'est pourquoi l'expert a conclu que l'ensemble des symptômes présentés entraient dans le cadre d'un syndrome subjectif des traumatisés crâniens tout à fait typique, imputable à l'accident. Et il s'appuie ensuite sur le bilan neuropsychologique pour souligner les troubles des fonctions exécutives avec une mémoire de travail très déficitaire. Il note la prise de médicaments psychotropes, la succession d'arrêts pour maladie, une tentative de suicide. Et il conclut en disant qu'il résulte des différentes expertises que la dépression peut bien être qualifiée d'aggravation. Donc dans cette affaire, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a bien à la fois un préjudice psychique initial et un préjudice psychique aggravé qui est considéré comme imputable à l'accident, alors même que nous n'avons pas de traces organiques. Et au contraire, on s'appuie d'une certaine manière sur le fait qu'il n'y ait pas de traces organiques pour dire que c'est bien psychique et c'est bien indemnisable. Dans une autre affaire rendue 3 années plus tard par la même cour d'appel, mettant encore une fois sur la scène un accident de la circulation avec une personne qui a subi un accident très violent avec un traumatisme crânien grave et qui formule des demandes pour la prise en considération, cette fois-ci, de troubles relationnels très forts, mais qui se trouvait être déjà atteinte auparavant d'un état psychotique caractérisé. La victime considère que les séquelles cognitives de l'accident, qui sont reconnues comme étant directement liées à l'accident, ne sont pas simplement des éléments d'amplification de sa maladie psychotique, mais un véritable déclencheur pour, en quelque sorte, une nouvelle affection psychiatrique qui s'ajoute à son trouble initial. L'assureur du conducteur, au contraire, considère que les demandes indemnitaires sont sans rapport avec l'accident et sont simplement le développement de sa maladie qui préexistait à l'accident. On a donc là la question de savoir s'il faut inclure dans le préjudice indemnisable les effets de ces séquelles cognitifs qui sont reconnus comme directement liés à l'accident, donc les effets de ces séquelles cognitives
sur une pathologie psychiatrique préexistante aggravée postérieurement à l'accident. Or ici, la Cour considère que le lien causal entre les difficultés, notamment professionnelles et relationnelles, dont se plaint la victime et l'accident n'est pas établi, en se référant à un certificat médical dans lequel on note des troubles majeurs de la personnalité avec une IRM cérébrale normale, conduisant à dire que l'impression globale est bien celle de troubles du comportement d'allure psychopathologique venant se surrajouter à une altération cognitive possible. Alors ici, l'état antérieur du demandeur semble jouer un rôle très important, finalement, davantage que l'absence de signes anatomiques, puisqu'on avait bien des signes anatomiques. On a un traumatisme crânien grave, on a des séquelles cognitives et donc une dimension psychique qui est reconnue comme en lien causal, mais on n'admet pas que ces séquelles cognitives puissent elles-mêmes avoir produit un effet psychique qui soit en lien causal. On va considérer que c'est la névrose initiale qui est à l'origine des troubles relationnels et professionnels. Donc on le voit ici, tantôt la présence ou l'absence peuvent jouer, soit dans le sens de l'établissement, soit au contraire dans le fait de ne pas retenir. Et pourtant, l'état antérieur ne peut pas être notre seul critère, puisque une troisième affaire, jugée cette fois-ci par la Cour d'appel d'Agen, mais vous voyez à une année de différence, donc on est dans la même fenêtre chronologique, admet qu'une victime d'agression qui souffrait déjà d'un état psychologique en lien avec un accident survenu antérieurement à l'agression puisse être indemnisée en considérant que, certes, l'expert admet qu'il y a un antécédent traumatique qui était lui-même susceptible d'entraîner des altérations du comportement et de la relation à autrui, mais que malgré tout, on pouvait admettre que des répercussions psychologiques en lien avec la gravité de l'agression subie, les images cérébrales qui étaient effectivement mises à l'appui de cette démonstration de la gravité de l'agression et du fait qu'il y avait d'autres éléments comme des cicatrices en zone découverte de nature à aggraver les difficultés de la relation à autrui, des hallucinations visuelles et le fait que cette personne opère au cours de l'examen de multiples vérifications anxieuses, conduit à considérer que ces troubles de la relation à autrui peuvent bien être imputés à l'agression, alors même que l'expert avait considéré qu'il y avait un état antérieur qui pouvait les expliquer. Donc vous voyez qu'en fait, l'imagerie cérébrale apparaît comme un élément participant d'une convergence d'indices et d'une recherche de reconstitution factuelle de la situation de la personne qui aide le juge à trancher sur le rattachement d'une souffrance psychique à un fait générateur et à qualifier le dommage de préjudice indemnisable. Donc la recherche d'un possible substrat organique à la souffrance psychique ou d'une trace organique permettant d'aider à établir l'imputabilité est bien présente, mais un éventuel échec ne met pas un terme à la possible quête d'autres éléments. Il n'en demeure pas moins qu'on trouve effectivement que la présence d'une imagerie traumatique ou d'un examen neurologique anormal peut faciliter l'obtention de ce qui est réclamé. Toutefois, cette faveur pour un éventuel ancrage organique ne s'explique pas nécessairement, à mon sens, par une autorité récemment acquise par les neurosciences dans la société et en droit, dans la mesure où il faut tenir compte du fait que ces demandes d'indemnisation prennent place dans un droit du dommage corporel qui définit le dommage comme une atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne. C'est-à-dire que les souffrances psychiques, qualifiables de préjudice indemnisable, sont toujours considérées comme des dommages corporels. C'est bien sous l'angle de l'atteinte au corps de la personne que le droit a conçu le droit de l'indemnisation. Donc on a déjà, antérieurement à cette possible montée des neurosciences, eu un possible ancrage organique, en quelque sorte, une représentation d'ancrage organique du trouble psychique, malgré tout, qui est là, dans l'institution. Ensuite, deuxième point, les magistrats pris dans une situation qui est toujours sujette à discussion et à contradictoire recherchent une intime conviction qui soit en même temps assise sur une motivation légitimant la fonction de paix sociale et de paix sociale. Et dans cette perspective, la recherche d'éléments objectivant la plainte joue évidemment à plein. Et les images cérébrales, au même titre que d'autres examens organiques, apparaissent alors comme des éléments porteurs d'objectivation.
À la lumière de ces éléments, l'autorité des outils et des explications neurologiques ou neuropsychiatriques pourrait alors davantage s'expliquer par leur correspondance ou leur entremêlement avec des représentations préexistantes en droit que par un basculement de paradigme. Toutefois, il me semble que ce contentieux nous apprend quand même quelque chose de l'individu victime. Car par-delà la thèse d'une unité du psychique et du cérébral, l'idée d'un sujet pratique capable s'exprime néanmoins dans cette figure de l'accidenté ou de l'agressé. La caractérisation du dommage emprunte beaucoup au vocabulaire de l'expertise médicale qui joue un rôle très important dans la conviction du juge. Or, l'expert et le juge s'apesantissent largement sur les fonctions exécutives et les capacités relationnelles des personnes. À l'aune de la thèse de cet individu capable de surmonter les aléas de la vie, la justice accorde des dommages d'intérêt d'autant plus importants que les capacités sociales sont atteintes et que les perspectives de récupération sont faibles. On indemnise les conséquences d'une situation consolidée où il est admis que la personne n'est plus censée disposer du potentiel d'amélioration. À partir de considérations sur le sujet pratique, normal ou moyen et sur la régularité des actions de vie, la justice évalue des atteintes et leur équivalent en valeur monétaire. Pourtant, l'individu victime demeure un individu capable au plan juridique. Avec le soutien de son conseiller qui le représente dans les actes de justice, il mobilise les savoirs sur sa santé mentale et sur l'état de son cerveau pour déployer une demande et faire valoir ses droits. Car la justice partage avec les neurosciences cet idéal du sujet pratique, actif socialement, résolvant les problèmes et surmontant les aléas et les contraintes de la vie pour faire valoir ses droits. Si la vie psychique du sujet de droit n'est plus un angle mort de la pensée juridique, le sujet de droit demeure fondamentalement pensé comme une volonté agissante et une entité responsable de ses choix. Alors j'aurais aimé avoir le temps d'expliciter cela avec le contentieux des troubles comportementaux des patients traités par agonistes dopaminergiques, dans la mesure où on peut voir dans ce contentieux une tension entre, d'un côté, la volonté de reconnaître que ces médicaments neurologiques suscitent des comportements de type addiction au jeu, addiction au sexe, avec du coup une indemnisation de ces personnes qui ne sont pas informées, mais précisément c'est sur l'impréparation, c'est-à-dire finalement sur cette capacité, en étant informé par exemple à demander à s'inscrire sur la liste des personnes interdites de jeu, qu'on va apprécier le préjudice et de la même manière on va aussi tenir compte du fait que le patient s'est automédiqué ou qu'il y avait une préexistence de tentation de recourir à des cartes de paiement différées et donc au fond le sujet de droit est bien ici toujours un être de volonté dont les turpitudes, achats compulsifs ou décision d'augmenter les doses sont assimilées à des fautes rompant le lien causal et permettant et finalement ne permettant plus de qualifier les souffrances ressenties de préjudice indemnisable. Je termine donc en disant que finalement, ce que nous avons essayé de faire dans ce très rapide tour d'horizon de différents contentieux, c'est d'essayer à notre tour, essayer comme nous y invite Alain Ehrenberg, de comprendre comment ces transformations, ces innovations scientifiques ou médicales, ces manières de raisonner sur ces sujets et les modes de vie s'entrecroisent vraiment dans un contexte social et moral où l'on attend de chacun qu'il décide et agisse de lui-même en maîtrisant suffisamment ses émotions, bref, qu'il se comporte en individu autonome. Et je pense que si on ajoute cette idée également présente chez Alain Ehrenberg, que les neurosciences cognitives revendiquent le naturalisme de la base biologique, mais elles tirent leur autorité morale de mettre au travail le naturalisme de la régularité, eh bien, on arrive à l'idée que l'individu capable et responsable est une figure de la régularité sociale et juridique qu'il serait tentant de naturaliser. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Le temps de questions est ouvert. Je ne vous cacherai pas que je suis un peu embarrassé devant votre exposé, parce que d'une certaine manière, vous revendiquez des positions qu'Alain a défendues, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous montrez plutôt que dans le droit, il y a une résistance structurelle extrêmement forte à l'altération dont Alain parle dans la construction de la subjectivité, le recours à la santé mentale comme un idiome permettant d'exprimer le mal-être, etc.
Parce que, prenez le cas de l'autisme, au fond, ce que vous avez raconté, c'est les péripéties d'une bataille. Bon. Dans lequel, il ne faut pas oublier que dans les années 50, quand les thérapies comportementales ont émergé, on trouve par exemple des passages dans Winnicott où il les qualifie de médecine vétérinaire et il se scandalise qu'on puisse... Donc il y avait le balancier était totalement opposé aux thérapies comportementales. Bon, le mouvement du balancier est parti dans le sens exactement inverse. Bon. Mais ça ne décrit pas, il me semble que peut-être que si Alain peut réagir à ça, il me semble que ce que Alain décrit, ce n'est pas simplement les péripéties de la bataille, c'est la structure du champ de bataille et les forces en présence. Or, là, dans ce que vous avez décrit sur l'autisme, on ne voit pas très bien comment on remonte à partir de ce contentieux et de cette politisation actuelle aux conditions sociales générales de cette politisation et à ce qui rend cette politisation aujourd'hui allant plutôt dans un sens que dans l'autre. Et de même, dans la deuxième partie de l'exposé, quand vous décrivez les différentes possibilités d'action, de décision des magistrats, j'ai l'impression que vous dites au fond qu'on a instrumentalisé des moyens que le juge a trouvé de motiver sa preuve ou son argumentation, on a instrumentalisé en les prenant quand l'occasion se présentait ou pas dans le champ de l'IRM ou de l'examen neurologique. Mais instrumentaliser, à nouveau, ça ne permet pas de remonter à ce qui pourrait être une modification substantielle des sensibilités. Enfin, ça n'éclaire pas ce qui pourrait être une modification des sensibilités des magistrats devant le type d'autonomie à favoriser. Ils veulent autonomiser les gens, ils veulent les rendre plus capacitaires. Si les moyens sont dans la neurologie, ils les prennent là. Ça ne dit rien du fait que quelque chose dans l'émergence du cerveau dans les sociétés contemporaines a modifié substantiellement les sensibilités collectives, ce qui est dans la dernière citation que vous mettez au tableau. D'accord. Alors d'abord, je pense qu'il y a plusieurs manières de lire les travaux d'Alain Ehrenberg, ici présent. Et en fait, personnellement, et ce qui m'a particulièrement intéressée, moi, c'est justement le fait qu'il cherche, me semble-t-il, à montrer à quel point l'autorité de certaines représentations, ici en l'occurrence les représentations neuroscientifiques, ne peuvent être appréciées qu'à l'aune de leur capacité à rencontrer, à s'entremêler, à s'intriquer à d'autres représentations, en l'occurrence collectives, c'est ce que je cherche à montrer ici. Mais il me semble qu'il y a différents registres de représentations collectives. Il y a des représentations collectives, on va dire, peut-être générales, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faudrait utiliser, qui vont chercher à saisir la société globalement, mais avec la question de savoir finalement comment on attrape ce global. Par quel bout on attrape ce global et dans quelle mesure ça restitue le global, le bout par lequel on l'a attrapé. Et puis il y a des représentations collectives que je dirais plus spécialisées, mais qui participent malgré tout de cette représentation générale. Et il me semble que les représentations juridiques sont des représentations qui sont à la fois en lien avec des représentations globales et en lien avec leur propre fonctionnement. Je ne sais pas s'il faut parler de topoïèse, mais il y a quand même quelque chose aussi de ça. Donc, du coup, la question de savoir comment on saisit la représentation collective, est-ce qu'on la saisit en tant que représentation globale de la société, et dans ce cas-là, qui a vocation et comment dit-on qu'une représentation globale existe et qu'elle a changé et à partir de quoi? Ça, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi d'un point de vue méthodologique. D'un point de vue de juriste, sur les représentations collectives spécialisées, notamment sur la représentation collective spécialisée, qu'est la représentation juridique qui s'insère dans la représentation sociale globale, ma méthode, ça va être de dire, alors, on a un discours officiel qui est le discours que le juge porte. Bien sûr, je pourrais aborder la question de ce qui se passe dans la tête et peut-être dans le cerveau du juge autrement. Si j'étais peut-être anthropologue, sociologue, psychologue, peut-être que je pourrais effectivement étudier la manière dont il classe les dossiers, dont ses habitudes de travail. Mais en tant que juriste, je m'intéresse au discours qu'il va assumer comme étant son discours officiel. Et je pense que
que c'est intéressant, ça. Parce qu'il y a ce qu'on fait et puis il y a ce qu'on dit. Et dans ce qu'on dit, il y a beaucoup de représentations, à la fois sur ce qu'on veut dire et sur ce qu'on estime avoir à dire. Et donc, à partir de là, je trouve qu'il n'est pas du tout inintéressant de prendre les décisions de justice pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des décisions officielles, dans lesquelles on replace la question de l'argument neuroscientifique. Le terme instrumental est peut-être un peu fort, mais peut-être que je l'utilise aussi pour contrebalancer un discours qu'on trouve beaucoup aujourd'hui dans la littérature juridique, consistant à dire qu'il y a cette montée du neurodroit, que oui, on en tient de plus en plus compte, etc. Et moi, il se trouve que quand je travaille, alors pour le coup, Alain Ehrenberg nous appelle à faire des études empiriques, pour justement chercher à mieux comprendre ce cadre historique qu'il pose. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire avec mes outils de juriste. Et je pense que de ce point de vue, sa proposition consistant à dire que l'autorité morale des neurosciences se comprend dans sa capacité à s'articuler avec d'autres représentations est beaucoup plus stimulante et beaucoup plus intéressante que la théorie consistant à dire qu'on rebascule dans du monisme matérialiste avec mon cerveau, c'est pas moi monsieur le juge, c'est mon cerveau, parce qu'en réalité on avait déjà des choses avant. Il ne faut pas considérer que il n'y avait rien avant l'affaire Weinstein, qui en plus a eu lieu aux États-Unis. Et ça aussi, c'est intéressant, la façon dont il montre qu'aux États-Unis, on craint beaucoup la déresponsabilisation. En France, on craint beaucoup la surresponsabilisation. Et pourtant, dans la littérature qui parle du neurodroit, on ne cesse de nous parler de déresponsabilisation. Donc, je trouve ça aussi très, très intéressant. Voilà. Donc, c'est en ce sens que je pense m'inscrire. Mais évidemment, peut-être que je trahis. Ça, c'est toujours un risque. Hein. Et si je peux compléter la réponse. Il y aura peut-être une question. 37 secondes. 37 secondes, parfait. Si je peux compléter la réponse, donc, sur l'autisme, là où je vous rejoins, c'est sur le fait que, effectivement, ce que j'ai montré, c'est peut-être plutôt des symptômes ou plutôt une traduction dans le droit, en aval, on pourrait dire, hein, de cette montée des neurosciences, de ce succès des neurosciences. Là où je nuancerais peut-être ce que vous dites, c'est qu'à mon sens, ce n'est pas seulement des péripéties. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement du contentieux. Alors, quand c'est du contentieux, où on conteste une recommandation, où on conteste la légalité d'un arrêté, oui. Mais cet arrêté, c'est pas une péripétie. C'est un positionnement du droit sur des méthodes de prise en charge qui, à mon sens, manifestent effectivement ce succès des neurosciences. C'est une des manifestations, hein, ce sont des manifestations ponctuelles. Il faut comment dire, les appréhender avec prudence et ne pas leur faire dire peut-être trop de choses ou ne pas avoir une surinterprétation de ces manifestations. Mais pour autant, je pense que si en fait ce succès existe, c'est pour les raisons qu'explique Alain Ehrenberg. Et si on retrouve effectivement ces tendances dans le droit, c'est pour les raisons qu'explique Alain Ehrenberg, et notamment la convergence entre le discours qu'offrent les neurosciences et une tendance qui est profonde dans le droit sur les 30 dernières années, peut-être plus, hein, je ne sais pas quand il faut la faire remonter, relative à la promotion du sujet capable et du modèle capacitaire, en particulier dans le champ des personnes vulnérables. Voilà. Donc je ne pense pas que ce soit juste des péripéties, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond et qu'on trouve, avant le contentieux sur les normes, il y a les normes elles-mêmes. Voilà. Non, mais merci beaucoup, Paul et Sonia, pour cette discussion.